Ma femme m'a envoyé une photo avec la légende, seule au café de l'après-midi. J'ai zoomé sur ses lunettes de soleil à effet miroir. Dans le reflet, un homme tendait le bras à travers la table, pour prendre sa main. J'ai reconnu sa chemise, et je l'ai observé. J'ai envoyé la capture d'écran à sa femme, reconnaissez-vous cet homme? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Sébastien, j'ai 48 ans, et je suis comptable. Pendant plus de 2 décennies, j'ai bâti une vie que je croyais solide. Une maison payée par mes efforts, une réputation sans tache au travail, et un mariage que tout le monde considérait comme exemplaire. Adriana et moi nous sommes mariés jeunes. Elle avait un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Moi, j'étais l'homme sérieux et travailleur, qui avait promis de lui offrir la stabilité. Et cette promesse, je l'ai tenue chaque jour de ma vie. Je l'ai tenue. Notre routine était simple. Je partais tôt pour le bureau. Elle gérait la maison, et travaillait à temps partiel dans un magasin de décoration. Le dimanche, nous dînions avec des amis, et parmi eux, il y avait toujours Walter. Walter était mon ami depuis 15 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un cours de finance et, depuis lors, il était comme un frère pour moi. Il a célébré avec moi l'achat de ma maison. Il était à mes côtés quand j'ai enterré mon père. Et, le jour de mon mariage, c'est lui qui gardait les alliances. Sa femme, Myriam, une avocate sérieuse et élégante, est devenue une amie intime d'Adriana. Nous formions 2 couples partageant les anniversaires, les courts voyages, et les dîners de fin d'année. Une famille de cœur, voilà ce que je pensais. Cependant, quelques mois avant cette photo, quelque chose a commencé à changer chez moi. Il s'agissait de petits détails, si insignifiants que n'importe qui les aurait ignorés. Adriana s'est mise à laisser son téléphone portable face contre table, toujours face vers le bas. Auparavant, elle le posait n'importe où, l'écran vers le haut, sans s'en soucier. Désormais, si le téléphone vibrait pendant notre dîner, elle le retournait une seconde à peine, lisait quelque chose, et le reposait face cachée, avec un calme étrange. Une fois, quand je lui ai demandé qui lui écrivait autant, elle m'a répondu sans me regarder, des trucs de boulot, Sébastien. Ne commence pas, ne commence pas. Cette phrase est devenue son bouclier. La moindre de mes questions, aussi innocente soit-elle, recevait la même réponse. Ne commence pas. Et moi, qui détestais les conflits, j'arrêtais de poser des questions. Ensuite, sont arrivés les après-midi café. Adriana m'a expliqué que son médecin lui avait recommandé de s'accorder des moments pour elle, des instants de tranquillité afin de gérer le stress. Cela me semblait raisonnable. Nous avons tous besoin de souffler. Ainsi, chaque semaine, 2 ou 3 fois, elle se préparait avec un soin que je n'avais pas vu depuis des années. Elle se parfumait, et partait en prononçant la même phrase, « Je vais prendre mon café de l'après-midi, j'ai besoin de mon moment ». Et, pour que je ne m'inquiète pas, elle m'envoyait une photo depuis l'endroit. Toujours souriante, toujours avec la même légende, ou une phrase similaire, seule à mon café de l'après-midi. Pendant des mois, j'ai reçu ces clichés. Je répondais avec un cœur, ou un « Profite bien, mon amour ». Je ne les ai jamais regardés de près. Pourquoi l'aurais-je fait? On n'examine pas à la loupe les photos de la personne en qui on a confiance. On y jette un coup d'œil de 2 secondes, puis on se remet au travail. La confiance, c'est justement le fait de ne pas vérifier. Et j'ai eu confiance, jusqu'à ce jeudi-là. Ce jeudi-là, j'étais au bureau. Je terminais la comptabilité d'un client, dont les registres étaient un véritable désastre. J'étais fatigué, les yeux irrités à force de fixer des chiffres sur l'écran. À 17h15, mon téléphone a vibré. C'était Adriana. La photo habituelle. Elle était assise à une table près de la fenêtre, avec sa tasse de café, les cheveux détachés. Elle portait ses lunettes de soleil à effet miroir, bien qu'elle soit à l'intérieur, et souriait, seule à mon café de l'après-midi. J'allais répondre avec le cœur habituel. Mon doigt frôlait déjà l'écran, mais quelque chose m'a arrêté. Un détail infime. Dans le coin de l'image, sur la table, il y avait 2 tasses. Pas une, mais 2. Et l'une d'elles se trouvait de l'autre côté de la table, devant une chaise qui aurait dû être vide. J'ai pensé que cela appartenait peut-être à un client précédent, qui venait de partir. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que je voulais penser. Mais mes yeux scrutaient déjà l'image,
avec une tension différente. Puis, je me suis concentré sur ses lunettes. Ces verres miroirs qui reflétaient tout ce qui se trouvait devant elle. J'ai zoomé. L'image est devenue floue. J'ai ajusté, agrandi encore un peu, et c'était là, dans le reflet incurvé des lunettes de ma femme. On pouvait y voir, avec une clarté qui me donne encore des frissons, la silhouette d'un homme assis en face d'elle. Une chemise habillée bleu clair, le genre que l'on envoie au pressing. Son bras s'étendait sur la table, et sa main ouverte se tendait vers celle d'Adriana. Ce n'était pas une salutation. Ce n'était pas un geste anodin. C'était la main d'un homme touchant celle de ma femme, avec l'aisance de quelqu'un qui l'a fait de nombreuses fois. Je suis resté à fixer l'écran, sans respirer. Mon bureau était silencieux, mais dans ma tête, le bruit était assourdissant. J'ai zoomé davantage. Le reflet était déformé par la courbure du verre, mais deux détails restaient parfaitement visibles. La chemise bleu clair avec la poche brodée, et la montre. Une montre avec un bracelet métallique et un cadran bleu marine, large, indubitable. Je connaissais cette montre. Je l'avais vue des centaines de fois. Je l'avais vue lors de dîners, d'anniversaires, à ma propre table en servant le vin. Je l'avais vue le jour de mon mariage, au poignet de l'homme qui m'avait tendu les alliances. C'était la montre de Walter. J'ai ressenti un froid dans mes mains. Un véritable froid physique. Je me suis levé de ma chaise, sans savoir pourquoi. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du bureau, et j'ai regardé la photo une nouvelle fois. Il y avait la chemise, la montre, la main tendue vers celle de ma femme, et la légende en dessous, écrite par elle. Seul à mon café de l'après-midi. Seul. 22 ans de mariage, 15 ans d'amitié, et un seul mot qui transformait tout cela en un vaste mensonge, seul. Ce soir-là, Adriana est rentrée à 19h30, en fredonnant. Elle a laissé ses clés dans l'entrée, et m'a embrassé sur la joue. Elle sentait le parfum et le café. Elle m'a demandé ce que je voulais pour le dîner. Et moi, le téléphone dans la poche, le cœur changé en pierre, j'ai répondu avec un calme dont j'ignore l'origine, ce que tu veux, mon amour. Car, dans ces 2 heures écoulées entre la photo et son arrivée, j'avais pris une décision. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me plaindre. Je n'allais pas lui donner l'opportunité d'inventer une excuse, et d'effacer les preuves. J'étais comptable. J'avais passé toute ma vie à débusquer ce que les autres cachaient dans les chiffres. Et maintenant, j'allais utiliser chacune de ces compétences, à l'intérieur même de ma propre maison. Ce que j'ignorais ce soir-là, c'est que la trahison d'Adriana et de Walter n'était pas seulement une romance clandestine. Il y avait autre chose, quelque chose d'enfoui dans les comptes de ma propre famille. Et quand je l'ai trouvé, j'ai compris que le reflet dans ses lunettes n'était que la surface d'un abîme bien plus profond. Cette première nuit fut la plus longue de ma vie. Adriana a préparé le dîner comme si de rien n'était. Des pâtes à la sauce tomate, une salade, un verre de vin pour chacun de nous. Elle s'est assise en face de moi à la table, à sa place habituelle, et m'a raconté son après-midi. Elle a parlé du café, du calme de l'endroit, d'une dame qui avait un petit chien adorable à la table voisine. Elle mentait avec un naturel qui me glaçait le sang. Elle n'hésitait pas. Elle ne détournait pas le regard. Elle mentait en me regardant dans les yeux, avec cette même voix douce qu'elle avait utilisée pour dire « oui » 22 ans auparavant. Et moi, j'ai souri. J'ai hoché la tête. Je lui ai demandé si le café proposait toujours ce gâteau au chocolat qu'elle aimait tant. Elle a répondu que oui, qu'elle avait failli le commander, mais qu'elle faisait attention à sa ligne. Chacun de ces mots était un clou de plus. Mais, j'avais besoin qu'elle se sente en sécurité. Une personne qui se sent en sécurité ne supprime pas ses messages, ne change pas ses mots de passe, et ne cache pas ses papiers. Une personne qui se sent en sécurité devient négligente. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait à mes côtés, avec la respiration calme de celle qui ne porte aucune culpabilité, j'ai fixé le plafond. J'ai organisé mon esprit comme s'il s'agissait d'un dossier. J'étais comptable, et tout comptable connaît une vérité que la plupart des gens ignorent. Les gens peuvent mentir avec leur bouche, mais l'argent ne ment jamais. L'argent laisse toujours une trace. Si Adriana et Walter se fréquentaient depuis un certain temps, il y avait eu des paiements, des cafés, des restaurants, de l'essence, peut-être des hôtels. Et s'il y avait des paiements, j'allais les trouver. Dès le lendemain, j'ai commencé par le plus simple, notre compte commun. J'ai demandé les relevés bancaires des 12 derniers mois.
Je les ai examinés ligne par ligne, la nuit, dans mon bureau, quand il n'y avait plus personne. Au début, je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Les courses au supermarché, l'essence, le magasin de décoration, la pharmacie. Tout était normal, trop normal. Et c'est précisément ce qui a d'abord attiré mon attention, car quelque chose clochait. Adriana retirait de l'argent liquide. De petites sommes, 100 €, 150, parfois 200. Rien de scandaleux. Mais quand j'ai additionné les retraits de l'année écoulée, le chiffre m'a laissé de glace. Près de 4 000 € en espèces, qui n'avaient aucune destination visible. Nous payons toujours tout par carte. Pourquoi ma femme avait-elle besoin de tant d'argent liquide? J'ai noté ce chiffre dans un carnet que j'ai commencé à emporter partout avec moi. Un carnet ordinaire, à couverture noire, que je gardais sous clé dans le tiroir de mon bureau. Sur la première page, j'ai écrit une seule phrase, toute la vérité, sans crier, sans prévenir. Mais ce n'était pas le pire. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé autre chose. En passant en revue l'historique de notre carte de crédit, j'ai découvert un prélèvement récurrent, que je n'avais jamais remarqué. Une plateforme de paiement numérique. L'une de celles utilisées pour transférer de l'argent entre particuliers. Le prélèvement apparaissait sous un nom générique, presque invisible parmi les autres achats. 89 € chaque mois. C'était actif depuis 26 mois, soit plus de 2300 € au total, et je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai essayé d'accéder à la plateforme. Elle m'a demandé une adresse email que je ne connaissais pas. Ce n'était pas l'email d'Adriana, du moins, pas celui que je connaissais. Ma femme avait une adresse email secrète. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette affaire allait bien au-delà de quelques cafés l'après-midi. Pendant ce temps, je devais continuer à agir normalement. Et croyez-moi, il n'y a pas de rôle plus difficile au monde, que de prendre le petit déjeuner chaque jour, avec la personne qui est en train de vous détruire. La regarder vous servir le café, l'écouter parler de projets de vacances, recevoir ses baisers sur la joue. Il y avait des moments où je la regardais et, l'espace d'une seconde, j'oubliais tout. Elle n'était que ma femme, la femme que j'aimais. Puis, je me souvenais du reflet dans les lunettes, de la main de Walter sur la sienne, et je reprenais mon rôle. Le jeudi suivant, Adriana s'est de nouveau préparée. Le même rituel, la jolie robe, le parfum, les cheveux détachés. Je vais prendre mon café de l'après-midi, mon amour. J'ai besoin de mon moment. Je lui ai souri depuis le canapé. Profite bien, lui ai-je dit. Et quand sa voiture a quitté la rue, je l'ai suivie. Je ne suis pas un détective. Je suis un comptable de 48 ans, avec des lunettes de lecture et un mal de dos. Je me sentais ridicule, conduisant deux voitures derrière elle, affublé d'une casquette trouvée sur la banquette arrière. Mais je l'ai suivie, et ce que j'ai vu a tout confirmé, rendant la chose encore pire. Adriana n'est pas allée au café habituel. Elle a roulé 20 minutes jusqu'à un autre quartier de la ville, un quartier de bâtiments neufs où nous ne connaissions personne. Elle s'est garée devant une tour d'appartements en verre, à la façade grise. Avant même qu'elle n'atteigne la porte, celle-ci s'est ouverte de l'intérieur. C'était lui, Walter. Dans une autre chemise habillée, repassée, impeccable. Il l'a accueillie avec une main sur la taille, et un baiser qui n'était pas sur la joue. Ensuite, il a regardé des deux côtés de la rue, comme quelqu'un qui vérifie que personne ne l'observe. Puis, ils sont entrés ensemble. Je suis resté dans la voiture, les mains crispées sur le volant, fixant la porte fermée de cet immeuble. 1h40. C'est le temps qu'a duré le café de l'après-midi de ma femme. Et, à 18h30, mon téléphone a vibré. Une photo. Adriana assise au café habituel, avec sa tasse, avec son sourire. Le café était délicieux aujourd'hui. Je suis en route pour la maison, mon amour. Comprenez-vous ce que cela signifiait? Elle quittait l'appartement, conduisait jusqu'au café, commandait une tasse, prenait une photo, et me l'envoyait. Elle avait un système, un protocole. Ce n'était pas une aventure imprudente. C'était une opération organisée, avec des alibis fabriqués, conçus par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Ce soir-là, dans mon carnet noir, j'ai noté l'adresse de l'immeuble. Le lendemain, j'ai fait quelque chose qui m'a fait ressentir à la fois de la honte et de la fierté. Je suis allé à la réception du bâtiment, et je me suis fait passer pour un coursier, avec un colis pour l'appartement 604,
l'étage où j'avais vu une lumière s'allumer. Le concierge, un jeune homme sympathique, a vérifié sa liste et m'a dit, le 604 ? Personne n'y vit en permanence. C'est loué depuis environ 2 ans. Le monsieur ne vient que l'après-midi. Je lui ai demandé si le nom des locataires était Walter. Le jeune homme a hésité, a regardé son écran, et m'a annoncé une chose qui m'a coupé le souffle. Non, monsieur. Le contrat est au nom d'une femme. Adriana. L'appartement était loué au nom de ma femme depuis 2 ans. Un appartement qui, comme je l'ai découvert plus tard, coûtait 850 € par mois. Faites le calcul avec moi, car je l'ai fait ce même soir, les mains tremblantes. 24 mois de loyer représentaient plus de 20 000 €. Ma femme travaillait à mi-temps dans un magasin de décoration. Cet argent ne provenait pas de son salaire, et il ne provenait pas de notre compte commun, car je le vérifiais ligne par ligne. Alors, d'où venait-il ? Cette question m'a tenu éveillé pendant des jours, car je soupçonnais déjà la réponse. Et cette réponse était pire que la trahison elle-même. Si l'argent n'était pas à elle, et qu'il n'était pas à nous, il n'y avait qu'une seule source possible. Pour le confirmer, j'allais devoir ouvrir une porte à laquelle je n'avais pas touché depuis des années. Les comptes de l'héritage de mon père. Les comptes que, 15 ans plus tôt, j'avais confiés à mon meilleur ami pour qu'il les gère. Les comptes que Walter administrait. L'héritage de mon père n'était pas une fortune. C'était quelque chose de mieux que ça. C'était le fruit d'une vie de travail honnête. Mon père avait été charpentier pendant 40 ans. À sa mort, il m'a laissé un petit local commercial qui était loué, quelques économies, et un fonds d'investissement qu'il avait patiemment constitué, en déposant peu à peu, mois après mois, pendant des décennies. Au total, entre le local et les investissements, l'héritage valait environ 210 000 €. Et pour moi, il valait infiniment plus, car chaque euro de cet argent sentait le bois, l'effort, et les mains usées de mon père. Quand je l'ai reçu, il y a 15 ans, j'étais submergé par le travail et le chagrin. Walter, mon meilleur ami, qui travaillait dans le secteur financier, m'a proposé son aide. « Laisse-moi gérer le fonds et le loyer du local pour toi », m'avait-il dit, une main sur mon épaule. « Occupe-toi de ton deuil. Je m'occupe de faire fructifier l'argent de ton père. » Et moi, reconnaissant aux larmes, j'ai signé une procuration administrative. Je lui ai donné l'accès. Je lui ai accordé ma confiance totale. Pendant 15 ans, Walter m'a fourni des rapports annuels impeccables, avec des graphiques et des pourcentages, que je rangeais sans les examiner en profondeur. Pourquoi l'aurais-je fait ? C'était Walter, mon témoin, mon frère de cœur. Désormais, avec l'adresse de cet appartement notée dans mon carnet noir, j'ai sorti tous ces rapports de la boîte où je les gardais. 15 années de documents. Je les ai étalés sur la table de mon bureau, un samedi où j'avais dit à Adriana que j'allais faire des heures supplémentaires. Et j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux dans la vie, un audit. Pendant les premières heures, tout semblait en ordre. Les rapports étaient nets, bien présentés, avec l'entête du cabinet où travaillait Walter. Mais un comptable avec 30 ans d'expérience apprend à se méfier précisément de ce qui semble trop parfait. J'ai donc arrêté de regarder les rapports que Walter m'avait donnés, et j'ai commencé à chercher les documents originaux. J'ai appelé directement la banque où se trouvait le fonds d'investissement. J'ai demandé les relevés officiels des 5 dernières années, émis par l'institution, et non par Walter. J'ai dû présenter ma pièce d'identité, signer des formulaires, attendre 3 jours. Ce furent les 3 jours les plus longs de ma vie. Quand les documents sont arrivés sur ma boîte mail, j'ai fermé la porte de mon bureau, j'ai pris une grande inspiration, et je les ai ouverts. J'ai placé le relevé bancaire officiel à côté du rapport que Walter m'avait fourni. Même année, même fonds. Les chiffres ne correspondaient pas. Dans le rapport de Walter, le fonds avait rapporté 4% cette année-là. Dans le rapport officiel de la banque, le rendement réel avait été de près de 9%. La différence n'était pas dans le fonds. La différence s'était évaporée en chemin, entre la banque et moi. Quelqu'un conservait cette différence. Année après année, retrait après retrait, j'ai trouvé des prélèvements trimestriels qualifiés de « frais de gestion » que je n'avais jamais autorisés pour de tels montants. J'ai trouvé des transferts vers un compte externe, qui se répétaient avec la régularité d'une montre suisse. Je les ai additionnés avec la calculatrice, ligne par ligne. Et à chaque chiffre, je sentais mon souffle se raccourcir. Rien qu'au cours des 2 dernières années,
plus de 40 000 € avaient été prélevés sur l'héritage de mon père. 40 000 €. L'argent des mains usées de mon père. L'argent que je pensais utiliser un jour, pour aider mes neveux à payer l'université, ou pour nos vieux jours, afin de ne jamais être un fardeau. Cet argent avait payé un appartement à 850 € par mois avec vue sur la ville, des dîners, des escapades, et le nouveau parfum que ma femme portait pour son café de l'après-midi. Je me suis levé de mon bureau, et j'ai atteint les toilettes juste à temps. J'ai vomi. Pardonnez-moi de vous dire cela si crûment, mais je veux que vous compreniez ce que l'on ressent. Une trahison amoureuse vous brise le cœur. Mais quand vous découvrez qu'ils vous ont aussi volé, et qu'ils l'ont fait en utilisant la mémoire de votre père décédé, cela ne brise pas votre cœur. Cela brise votre foi en l'humanité. Je me suis lavé le visage et je me suis regardé dans le miroir des toilettes du bureau. J'avais 48 ans, et soudain, j'en paraissais 60. Et là, en me regardant dans les yeux, je me suis posé la question qui a changé le cours des choses. Qui avait signé ces retraits? Car la procuration que j'avais signée pour Walter avait des limites. Pour les retraits importants, une seconde signature était requise, la mienne. Je suis retourné au bureau, j'ai cherché dans les documents bancaires les ordres de retrait scannés, et je les ai agrandis à l'écran, un par un. Sur chacun d'eux, dans l'espace réservé à la seconde signature, figurait mon nom, Sébastien. Avec une signature qui ressemblait à la mienne, qui ressemblait beaucoup à la mienne, mais que je n'avais jamais faite. Quelqu'un avait falsifié ma signature plus de 20 fois. Et cette fausse signature comportait un détail, un minuscule tremblement dans la lettre « S », que j'ai reconnu immédiatement. J'avais vu cette façon d'écrire pendant 22 ans, sur des listes de courses, sur des cartes d'anniversaire, sur les formulaires de l'école quand notre neveu restait avec nous. C'était l'écriture d'Adriana. Elle n'était pas seulement la femme qui voyait Walter dans un appartement secret. Elle était sa complice, son associée. À eux deux, ils vidaient l'héritage de mon père depuis au moins 2 ans, pour financer leur vie parallèle. Lui fournissait l'accès au compte, elle fournissait ma signature. Et moi, je fournissais l'argent, le toit, la nourriture, et ma figure d'idiot. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, et Adriana avait préparé mon dîner préféré. Elle m'a accueilli par un baiser et a dit, « Tu as l'air fatigué, mon amour, tu as trop travaillé. » Et pour la première fois dans tout ce processus, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était plus de la douleur. Ce n'était plus de la colère. C'était une froide lucidité chirurgicale. La même lucidité que je ressens lorsque je trouve une erreur dissimulée dans un bilan de 1000 pages. Je les ai imaginés tous les deux dans mon esprit, elle et Walter, et j'ai pensé, vous avez commis la plus grave erreur possible. Vous avez volé l'homme qui sait comment lire les chiffres. À partir de cette nuit, mon enquête a changé d'objectif. Je n'essayais plus de découvrir s'il me trompait. C'était déjà prouvé. Maintenant, j'essayais de monter un dossier parfait, blindé, impossible à négocier. J'ai engagé, de mon côté, avec l'argent d'un compte personnel dont Adriana ignorait l'existence, un expert en écriture, pour certifier la falsification des signatures. J'ai engagé un avocat spécialisé dans la fraude immobilière. Un homme d'un certain âge, très sérieux, qui, en voyant mes documents, a retiré ses lunettes et a dit « Monsieur Sébastien, ce n'est pas un divorce. C'est un crime, et vous avez largement assez de preuves. » J'ai demandé une discrétion absolue et un peu de temps. Il me manquait une pièce, la dernière pièce du puzzle. J'avais la photo du reflet. J'avais l'appartement. J'avais les retraits, les fausses signatures, le rapport d'expertise en route. Mais il y avait une personne dans cette histoire, qui vivait encore dans le même mensonge que moi. Une personne qui dînait chaque soir avec un traître, sans le savoir. Une personne qui était aussi une avocate intelligente et implacable, Myriam, la femme de Walter. Et pendant que je préparais la façon de l'aborder, j'ai découvert sur le téléphone d'Adriana quelque chose, qui m'a prouvé que je n'étais pas le seul à être surveillé dans cette maison. C'était un dimanche matin. Adriana prenait sa douche, et son téléphone chargeait dans la cuisine. Je n'avais pas l'intention d'y toucher. Je suis sérieux. Jusqu'à ce moment-là, dans toute mon enquête, je n'avais pas vérifié son téléphone une seule fois. D'abord parce qu'il avait un mot de passe, et ensuite parce que je ne voulais pas risquer qu'elle s'aperçoive de quoi que ce soit. Mais ce matin-là, pendant que je préparais le café, l'écran s'est allumé tout seul avec une notification. Ce que j'ai lu m'a forcé à m'approcher.
C'était une alerte provenant d'une application que je ne connaissais pas. Le message disait « Rapport hebdomadaire prêt. Appareil Sébastien. Appareil Sébastien. » Mon nom, sur le téléphone de ma femme, dans une application de rapport. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne à nouveau. L'eau de la douche coulait toujours en fond. J'ai pris mon propre téléphone avec des mains glacées, et j'ai cherché le nom de cette application. Et c'était là. Dans les résultats, il s'agissait d'une application de surveillance, un logiciel espion. Le genre que l'on installe sur le téléphone de quelqu'un d'autre pour voir sa position, son historique d'appel, ses messages, et même sa navigation sur Internet. Ma femme m'espionnait. Au début, je ne comprenais pas. Pourquoi la personne qui trahit surveillerait la personne trahie? J'ai versé mon café d'une main tremblante, et je me suis forcé à penser comme un comptable, pas comme un mari. Et puis, la logique est apparue, froide et claire comme un bilan. Adriana ne me surveillait pas par jalousie. Elle me surveillait par sécurité. Elle et Walter déplaçaient de l'argent volé, avec ma fausse signature. Ils avaient besoin de savoir si je me doutais de quelque chose. Ils devaient savoir où j'étais chaque après-midi, à qui je parlais, ce que je cherchais sur Internet. Je n'étais pas son mari, j'étais son risque opérationnel. Et c'est là que j'ai réalisé une chose qui m'a glacé le sang. Mon téléphone savait des choses. Mon navigateur contenait les recherches bancaires, l'adresse de l'immeuble gris, le nom de l'application du concierge. Si cette application rapportait ma navigation, j'étais découvert. Les minutes qui ont suivi furent parmi les plus difficiles de toute cette histoire. J'ai entendu la douche s'arrêter. J'ai remis le téléphone d'Adriana exactement là où il était, sous le même angle, avec le câble disposé de la même manière. Je me suis assis à la table et j'ai fait semblant de lire les informations. Elle est descendue enveloppée dans son peignoir, en fredonnant. Elle a embrassé mes cheveux et s'est servie du café. « Tu as bien dormi, mon amour ?» Et je lui ai souri, l'estomac noué, en passant mentalement en revue chaque recherche que j'avais faite sur mon téléphone au cours des dernières semaines. Ce même après-midi, sous prétexte d'aller acheter des outils, je suis allé dans un centre commercial et j'ai acheté un nouveau téléphone. Un téléphone prépayé bon marché, que j'ai payé en espèces. À partir de ce jour, toute mon enquête a vécu sur cet appareil. Les appels à l'avocat, les emails avec l'expert, les photos des documents. Mon téléphone habituel est redevenu un téléphone innocent. Des actualités, des résultats sportifs, des recettes de cuisine. J'ai même commencé à faire des recherches exprès, sachant qu'elle les lirait. J'ai cherché, cadeau d'anniversaire pour femme. J'ai cherché, restaurant romantique. Je voulais que son rapport hebdomadaire dise, l'appareil Sébastien ne se doute de rien. L'appareil Sébastien prépare un anniversaire. Mais j'avais besoin de confirmer depuis quand il m'espionnait. La réponse a été trouvée par mon expert informatique, un jeune homme recommandé par mon avocat. Je lui ai apporté mon téléphone et il l'a entièrement vérifié. L'application espionne était installée sur mon portable depuis 23 mois. Près de 2 ans. Aux mêmes dates où les gros retraits de l'héritage ont commencé. Aux mêmes dates que le contrat de l'appartement. Tout cela faisait partie d'un même plan. D'abord, ils ont mis mon téléphone sur écoute, puis ils ont commencé à voler. La trahison n'était pas une passion incontrôlable. C'était un projet avec un calendrier, comme un projet de construction. Le jeune homme m'a demandé si je voulais la désinstaller. Je lui ai dit non, de la laisser exactement là où elle était. Il m'a regardé bizarrement. Mon avocat, qui était présent, a souri pour la première fois depuis que je le connaissais. Votre client a compris le jeu, a-t-il dit. Car un canal d'information que votre ennemi croit sécurisé n'est pas une menace. C'est un outil. Désormais, c'était moi qui décidais des informations qu'Adriana et Walter recevaient. J'écrivais le scénario de ma propre surveillance. J'ai alors commencé à bâtir mon théâtre. Chaque jour, mon téléphone officiel racontait l'histoire d'un mari heureux et distrait. Pendant ce temps, sur le téléphone prépayé, mon dossier s'épaississait. Le rapport de l'expert en écriture est arrivé. Les 22 signatures étaient falsifiées avec une certitude technique de 98%, et les traits correspondaient aux échantillons d'écriture d'Adriana que j'avais fournis. L'avocat a obtenu, par des voies légales, les mouvements complets du compte externe qui recevait les virements. Et là, un détail est apparu et a tout changé. Une fois de plus, le compte qui recevait l'argent volé n'était ni au nom de Walter,
ni à celui d'Adriana. Il était au nom d'une entreprise. Une société à responsabilité limitée, créée il y a 2 ans, avec un nom générique qui ne disait rien, une société de conseil en investissement. Mon avocat a demandé les registres publics de cette entreprise. Il a fallu une semaine pour qu'ils arrivent. Et quand j'ai ouvert ce document sur le téléphone prépayé, assis dans ma voiture sur le parking du bureau, j'ai dû le lire 3 fois. L'entreprise avait 2 associés fondateurs. Le premier était Walter. Le second n'était pas Adriana. Le second associé était Julien. Le fils aîné de Walter et Myriam, un jeune homme de 26 ans que j'avais vu grandir, qui jouait dans mon jardin, à qui j'avais appris à faire du vélo quand son père n'avait pas le temps. Julien, qui travaillait dans la finance, comme le disait fièrement son père, figurait comme l'associé gérant de l'entreprise, celle-là même qui recevait l'argent volé sur l'héritage de mon défunt père. Julien savait-il ce qu'il signait? Était-il complice, ou était-il un autre outil, comme ma signature? Comme mon téléphone? À ce moment-là, je n'avais pas la réponse. Mais j'ai compris une chose qui m'a coupé le souffle. Cette trahison n'était plus un triangle amoureux. C'était une structure. Il y avait une entreprise. Il y avait des mouvements comptables. Il y avait au moins 3 personnes impliquées. L'argent de mon père était blanchi à travers une société écran de conseil, gérée par un jeune homme que j'avais aimé comme un neveu. Et il y avait autre chose. Quelque chose qui m'a forcé à accélérer tous mes plans. En examinant les mouvements de cette société, mon avocat a trouvé une opération récente, datant d'il y a 3 semaines à peine. La société de conseil avait versé un dépôt de garantie de 15 000 € pour l'achat d'une propriété. Une maison dans une ville côtière, à 4 heures de route. Dans la demande de prêt associé, les revenus déclarés incluaient un flux mensuel futur projeté, qui ne pouvait provenir que d'une seule source, la vente du local commercial de mon père. Le bien qui était toujours à mon nom. Le bien qu'il ne pouvait pas vendre. À moins d'avoir déjà un plan pour obtenir ma signature une fois de plus. Il ne s'enfuyait pas petit à petit. Il préparait le coup final. Et je devais y arriver en premier. Ce soir-là au dîner, Adriana m'a servi le dessert, et a caressé ma main sur la table. Cette même Anne qui avait falsifié ma signature 22 fois. Elle m'a regardé avec ses yeux qui, pendant 22 ans, avaient été mon foyer, et a dit, je pensais, pourquoi ne ferions-nous pas un voyage ensemble? Juste toi et moi, sur la côte. Nous avons besoin de temps en couple. La côte. À 4 heures de route. Là où la société de conseil venait de verser un acompte pour une maison. J'ai souri, j'ai embrassé sa main et j'ai dit, j'adorerais, mon amour. Tu choisis l'endroit. Car je savais déjà exactement ce qui m'attendait après ce voyage. Et je savais aussi qu'avant de monter dans cette voiture, une femme nommée Myriam allait recevoir un message de ma part, avec une photo en pièce jointe, et une seule question. Avant de contacter Myriam, je devais être sûr d'une chose, qu'elle ne faisait pas partie du plan. Cela semble paranoïaque, je sais. Mais mettez-vous à ma place. Je venais de découvrir que ma femme m'espionnait, que mon meilleur ami me volait, et que leur fils gérait une société fantôme. Après ça, vous ne faites même plus confiance à votre propre ombre. Si Myriam savait quelque chose, si elle touchait un seul euro de cette société de conseil, alors l'approcher reviendrait à donner mes cartes à l'ennemi. Je l'ai donc fait enquêter elle aussi. Avec respect, mais je l'ai fait enquêter. Mon avocat a examiné les registres de l'entreprise. Myriam n'apparaissait nulle part. Ni comme associée, ni comme représentante, ni comme bénéficiaire. Nous avons vérifié les propriétés. La maison sur la côte était en cours d'achat via la société de conseil, en excluant son nom. Et là, mon avocat a remarqué un détail subtil, le genre que seul un œil averti peut voir. Dans la structure de l'entreprise, la participation de Walter était protégée en tant que bien propre, séparée du patrimoine conjugal. Traduit en langage normal, Walter organisait ses actifs de manière à ce que, s'il divorçait un jour, Myriam ne puisse toucher à rien. Ce détail m'a appris 2 choses. Premièrement, Myriam n'était pas complice. Elle était la prochaine victime. Deuxièmement, Walter ne prévoyait pas seulement de me dépouiller de l'héritage de mon père. Il prévoyait aussi de laisser sa propre femme, la mère de ses enfants, les mains vides. L'appartement, la maison sur la côte, la société de conseil. Tout cela formait l'architecture d'une fuite.
Adriana et Walter ne voulaient pas seulement nous tromper. Ils voulaient nous effacer de leur vie, et prendre tout ce que nous avions construit. Maintenant, je devais parler à Myriam. Mais comment faire une chose pareille? Comment annoncer à une femme que son mari depuis 25 ans, mène une double vie avec l'une de ses amies les plus proches? J'ai pensé à l'appeler. J'ai pensé à lui demander un rendez-vous sous n'importe quel prétexte. Mais Myriam était avocate, et une bonne avocate. Son esprit était entraîné à se méfier, à demander des preuves, à détecter la manipulation. Si je venais avec un discours tout préparé, elle me soupçonnerait en premier. Non, avec une femme comme Myriam, la seule façon d'entrer était de présenter des preuves pures, sans fioritures, en frappant de front. Et j'avais la preuve parfaite. La toute première pièce, celle par qui tout a commencé. Le vendredi matin, Adriana m'a informé qu'elle irait prendre son café de l'après-midi, après un passage au magasin. Parfait. Cela me laissait une fenêtre de 3 heures, pendant laquelle elle serait avec Walter, leur téléphone en mode silencieux, loin de toute alerte. À 17h10, assis dans ma voiture dans une rue calme à 10 pâtés de maison de mon bureau, j'ai sorti le téléphone prépayé. J'avais enregistré le numéro de Myriam des semaines auparavant. J'ai ouvert la photo. La photo originale qu'Adriana m'avait envoyée ce jeudi-là. Je l'ai regardée une dernière fois dans son intégralité, ma femme souriante, la tasse de café, les lunettes miroirs. Ensuite, j'ai ouvert la version agrandie. Le recadrage du reflet que j'avais moi-même préparé, la chemise bleu clair avec la poche brodée, la main tendue sur la table vers la sienne, et la montre. Le bracelet métallique et le cadran bleu marine, net, indubitable. Cette montre avait une histoire, et Myriam la connaissait mieux que quiconque, car c'était elle qui la lui avait offerte. J'étais présent le jour où elle la lui a donnée, pour les 50 ans de Walter, devant 30 invités. Je me souviens du toast. Je me souviens de Walter levant le poignet, l'arborant fièrement, et de Myriam disant, pour que chaque fois que tu regardes l'heure, tu te souviennes de qui t'attend à la maison. J'ai pris une grande inspiration, j'ai écrit, effacé, écrit de nouveau. Finalement, j'ai compris que toute longue explication n'était que du bruit. La vérité n'a pas besoin de paragraphes. J'ai joint les deux images, la photo complète et le zoom du reflet, et en dessous, j'ai écrit une seule question, reconnaissez-vous cet homme? Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant près d'1 minute. Car je savais que ce message était un point de non-retour. Jusqu'à cet instant, je contrôlais toutes les informations. À la seconde où j'appuierais sur envoyer, la vérité ne m'appartiendrait plus. Une autre personne saurait, une autre personne souffrirait, et une autre personne, si je m'étais trompé sur quoi que ce soit, pourrait ruiner des mois de travail silencieux. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à ses mains de charpentier. Et j'ai appuyé sur envoyer. Une coche de confirmation, 2 coches, et puis... rien. 5 minutes. 10. Le téléphone toujours dans ma main comme une pierre. J'ai commencé à imaginer tous les scénarios, qu'elle ne me croirait pas, qu'elle appellerait directement Walter, qu'elle me bloquerait, qu'elle me prendrait pour un fou. Après 18 minutes, l'écran s'est allumé. Myriam écrivait. Puis elle s'est arrêtée d'écrire, puis elle a recommencé. Ce qui est arrivé, c'est une seule ligne, et cette ligne m'a montré à qui j'avais affaire. Où et quand cette photo a-t-elle été prise? J'ai besoin de la date exacte. Pas de drame, pas de déni, elle ne m'a pas demandé qui j'étais, car elle avait visiblement enregistré mon numéro à un moment donné, pendant toutes ces années d'amitié. Une avocate demandant les métadonnées de la preuve. J'ai répondu avec la date, l'heure et le nom du café, et j'ai ajouté, j'en ai plus, beaucoup plus. Mais pas par téléphone. Sa réponse a pris 2 minutes. Lundi, 10 heures. À mon bureau? Non, chez un notaire en centre-ville. Je t'envoie l'adresse. Viens seul. Un notaire. Elle a choisi un terrain neutre, avec une voie publique, où tout document présenté pourrait être certifié sur place, au milieu du pire moment de sa vie. Cette femme pensait déjà à la validité juridique des preuves. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Car je portais cette guerre complètement seule depuis des semaines, jouant la comédie dans ma propre maison, dormant à côté de l'ennemi. Et soudain, de l'autre côté du téléphone, apparaissait quelqu'un qui n'allait pas pleurer d'abord pour réfléchir ensuite. Quelqu'un qui allait droit au fait. Ce soir-là,
Adriana est rentrée de son café rayonnante, les joues rougies. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi à notre voyage sur la côte. Qu'elle avait déjà repéré un bel hôtel, que nous pourrions y aller dans 3 semaines. 3 semaines. J'ai noté mentalement l'échéance. Ils avaient leur calendrier. J'avais désormais le mien. Le week-end fut interminable. Le samedi, j'ai accompagné Adriana au marché, je l'ai vue saluer les voisins, choisir des fruits, sourire. Le dimanche, elle a appelé sa sœur, et a parlé pendant 1 heure de recettes et de la beauté de ce futur voyage. Je l'observais, et je me demandais à quel moment exact la femme que j'avais épousée était devenue cela. Ou avait-elle toujours été ainsi, et je n'avais simplement jamais voulu le voir? Je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Le lundi, à 9h30, je suis arrivé au centre-ville. J'ai trouvé l'étude du notaire, un vieux bâtiment avec des escaliers en marbre. Je suis monté, ma mallette à la main. À l'intérieur, je transportais des copies du rapport de l'expert en écriture, les relevés bancaires comparés, les documents de création de l'entreprise, le contrat de location de l'appartement, et les 2 photos imprimées en haute résolution. Tout était organisé, étiqueté, numéroté, comme un bilan final. Myriam était déjà là, assise dans la salle d'attente. Dans un tailleur gris impeccable, et avec des cernes sous les yeux que son maquillage ne parvenait pas à cacher. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. Nous nous sommes tenus face à face. 2 personnes qui se connaissaient depuis 15 ans, et qui étaient soudain 2 étrangers unis par la même blessure. Elle a parlé en premier. Sa voix était ferme, mais il y avait un tremblement, au fond. Avant d'entrer, j'ai besoin que tu répondes à une chose, Sébastien. Juste une. J'ai dégluti et hoché la tête. Et alors, Myriam, la femme de mon meilleur ami, m'a posé la question que je n'aurais jamais imaginée. Est-ce que ça a commencé avant, ou après le mois de mars d'il y a 2 ans? Mars, il y a 2 ans. Elle avait une date. Elle savait déjà quelque chose que j'ignorais. Nous nous sommes assis dans un petit salon privé que le notaire nous a prêté, avec une table en bois sombre et 2 chaises face à face. Et là, avant même que j'ouvre ma mallette, Myriam m'a raconté ce que signifiait cette date. Elle a parlé avec la voix contrôlée d'une avocate, mais les poings serrés sur la table. Et j'ai compris que chaque mot lui coûtait une blessure. En mars, il y a 2 ans, Walter a changé, m'a-t-elle dit. Pas du jour au lendemain. C'était comme un réglage fin. Il a commencé à rentrer plus tard, mais toujours avec des explications parfaites. Trop parfaites. Un nouveau client, un projet confidentiel. Avant, quand il était en retard, il arrivait ébouriffé, affamé. Se plaignant de la circulation. Désormais, il rentrait bien habillé, et sentait le savon. Personne ne rentre de 12 heures de travail en sentant le savon. Elle m'a raconté qu'à la même époque, Walter avait commencé à emporter son téléphone aux toilettes. Qu'il avait mis un nouveau mot de passe sur son ordinateur personnel. Qu'il avait commencé à verrouiller un tiroir dans son bureau. De petites choses. Les mêmes petites choses que j'avais observées chez Adriana. 2 maisons différentes, la même chorégraphie du mensonge. Je suis avocate spécialisée en droit de la famille, Sébastien, m'a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Ça fait 20 ans que j'écoute des femmes s'asseoir de l'autre côté de mon bureau, pour me raconter exactement ces mêmes signes. 20 ans à leur dire que les détails ne mentent pas. Et tu sais ce que j'ai fait? Quand ces détails sont apparus dans ma propre maison? Rien. Je lui ai trouvé des excuses. Je me suis dit qu'il travaillait beaucoup, que c'était le stress. Que la paranoïa était une déformation professionnelle. Le cordonnier mal chaussé. Elle a ri, sans aucune joie. Jusqu'en octobre dernier. En octobre dernier, Myriam avait trouvé un reçu dans la veste de Walter. Pas une note d'hôtel ou de restaurant. Quelque chose de pire, quelque chose de plus domestique. Un reçu d'un magasin de linge de maison. Un ensemble de draps, 2 oreillers, une couette. Payé en espèces. Elle n'avait pas de nouveaux draps chez elle. Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas une passade d'hôtel, a-t-elle dit. Les hôtels, c'est pour les passions. L'achat de draps, c'est pour un foyer. Mon mari était en train de meubler un foyer avec une autre femme. Et alors, Myriam a fait ce qu'elle savait faire. Elle a commencé à documenter, en silence. Tout comme moi. Elle a photographié le reçu,
et l'a remis dans la poche. Elle a noté les dates, les heures, le kilométrage de la voiture de Walter. Elle a conservé des copies des relevés de cartes de crédit, a ouvert un dossier numérique sécurisé sur un cloud qu'elle seule connaissait, et l'a nommé d'un nom qui m'a fait sourire pour la première fois dans cette pièce. Dossier W. Je construis le dossier W depuis 9 mois, m'a-t-elle dit. J'ai des modèles d'horaires. J'ai des dépenses qui ne collent pas. J'ai même le ticket d'une pharmacie où il a acheté un parfum que je n'ai jamais reçu. Mais il me manquait 2 choses, qu'aucun modèle ne pouvait m'apporter. Il me manquait le visage de la femme. Et il me manquait une preuve visuelle directe, non négociable. Elle a levé son téléphone, et m'a montré l'écran. C'était mon message, avec le zoom du reflet. Vendredi, j'ai eu les deux d'un coup. Je lui ai demandé pourquoi, si elle se doutait de quelque chose depuis si longtemps, elle ne l'avait jamais confronté. Et sa réponse m'a appris une chose que je n'oublierai jamais. Parce que confronter sans preuve complète, c'est donner l'avantage à l'autre, Sébastien. Je vois ça chaque semaine dans mon travail. L'épouse explose, crie, accuse. Le mari nie, efface tout, cache l'argent, engage un avocat. Et quand le divorce arrive, elle n'a que ses larmes. Et lui a un patrimoine protégé. Je n'allais pas être ce cas-là. J'allais attendre d'avoir un dossier clos. Ce que j'ignorais, Saction était contre qui je montais ce dossier. Elle s'est penchée en avant. Quand j'ai ouvert ton message et agrandi la photo, j'ai reconnu la montre avant la chemise. C'est moi qui la lui ai offerte. Tu y étais. Pour que tu te souviennes de qui t'attend à la maison. Sa bouche a tremblé pendant une seconde. Juste une seconde. Et elle a repris le contrôle. Mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. La femme sur la photo. Dis-moi son nom. Et c'est là que j'ai réalisé une chose qui m'a transpercé. Myriam savait que son mari avait une autre femme, mais elle ignorait de qui il s'agissait. Mon message montrait son reflet, pas le visage de la femme. Tout le week-end, cette femme avait passé en revue des noms, des visages, des amis, des collègues, sans savoir que la réponse avait dîné à sa table une centaine de fois. C'est Adriana, lui ai-je dit. Ma femme. Myriam s'est figée. J'ai vu comment l'information s'est propagée dans son corps, comme une gorgée d'eau glaciale. Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle avait le regard de quelqu'un qui vient de réorganiser 20 ans de souvenirs en 10 secondes. Adriana, a-t-elle répété lentement. Adriana, qui m'a aidé à choisir la robe pour mes noces d'argent. Adriana, qui m'a serré dans ses bras au dernier Nouvel An, en me disant que Walter et moi étions son couple modèle. Elle a frappé la table du plat de la main. Un seul coup sec. Ce fut la première et la dernière fois que je l'ai vue perdre le contrôle. Puis, elle a respiré, a ajusté sa veste, et a dit « Montre-moi ce que tu as apporté ». J'ai ouvert ma mallette, et pendant les 2 heures qui ont suivi, cette étude de notaire est devenue une salle de guerre. Je lui ai tout montré, dans l'ordre. La photo originale, et le zoom certifiable. Le contrat de l'appartement au nom d'Adriana, 2 ans de loyer, plus de 20 000 euros. Les relevés bancaires comparés au faux rapport de Walter. Les 22 signatures falsifiées, avec le rapport d'expertise confirmant l'écriture d'Adriana. Les retraits de l'héritage de mon père, plus de 40 000 euros en 2 ans. L'application espionne sur mon téléphone, active depuis 23 mois. La société fantôme, la compte de 15 000 euros pour la maison sur la côte, et le détail du montage patrimonial qui l'excluait. Myriam a examiné document après document, avec une concentration chirurgicale. Soudain, elle s'est arrêtée sur l'enregistrement de la société. Et je l'ai vue devenir véritablement pâle, pour la première fois de la matinée. Son doigt était posé sur un nom. Pas ça, a-t-elle murmuré. Pas ça, s'il te plaît. C'était la ligne qui disait, associé gérant, Julien. Son fils. Sébastien, je te jure sur ma vie que Julien ne peut pas savoir ce que c'est, m'a-t-elle dit. Et pour la première fois, sa voix était celle d'une mère, pas celle d'une avocate. Walter l'a fait entrer dans ce travail il y a 2 ans. Il lui a dit que c'était une société de conseil pour un partenaire, qu'il devait juste signer en tant qu'administrateur pendant qu'il apprenait le métier. Mon fils signe tout ce que son père lui met sous le nez. Parce qu'il l'admire. Comprends-tu ce que Walter a fait? Il n'a pas seulement volé mon mariage, il a transformé mon fils en son bouclier juridique. Si ça explose mal,
celui qui va plonger pour blanchiment d'argent, c'est Julian. Et là, j'ai compris toute l'étendue de la cruauté de Walter. Il avait utilisé ma confiance pour me voler. Il avait utilisé la signature de ma femme pour se couvrir. Et il avait utilisé son propre fils comme fusible, de sorte que si quelqu'un découvrait la société de conseil un jour, le nom sur les papiers serait celui du garçon. Nous étions tous des pièces de son architecture. Nous étions tous jetables. Myriam s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Elle est restée silencieuse pendant près d'une minute entière. Quand elle s'est retournée, il n'y avait plus de douleur sur son visage. Il y avait de la méthode. Très bien. Voici ce que nous allons faire, a-t-elle dit. Tu as la fraude immobilière, les fausses signatures, l'argent d'un héritage, l'espionnage. C'est du pénal. J'ai le modèle de comportement, les dépenses. L'infidélité documentée. Et je connais toutes les astuces que Walter pense utiliser dans un divorce. Parce qu'il a appris ces astuces à partir de mes propres affaires, des histoires que je lui racontais au dîner. Il m'étudie depuis des années. Sébastien. Il a utilisé mes connaissances contre moi. Maintenant, je vais m'en servir pour de vrai. Elle a sorti un carnet et a commencé à rédiger une liste. Règle numéro 1, personne n'explose. Ni toi, ni moi. Nous allons sourire dans nos maisons pendant encore 3 semaines. Règle numéro 2, avant de toucher à Walter, nous sortons Julian de cette entreprise, légalement, et sans que son père s'en doute. Je m'en occupe. Règle numéro 3. Elle a levé les yeux de son carnet, et m'a regardé avec ses yeux gris qui n'avaient plus une seule larme. Ce voyage sur la côte qu'Adriana est en train d'organiser pour toi, tu vas dire oui. Parce que nous allons les laisser marcher droit vers l'endroit exact où tout va s'effondrer sur eux. J'ai quitté l'étude du notaire à 13h. Nous y étions entrés comme 2 victimes. Nous en sommes ressortis comme une équipe. Ce même soir, alors que je dînais avec Adriana, et qu'elle me montrait des photos de l'hôtel côtier, mon téléphone prépayé, rangé dans la voiture, a reçu le premier message du plan. C'était Myriam. 4 mots exacts. Dossier W activé. Semaine 1. Les 3 semaines suivantes furent une partie d'échecs, jouée sur 2 échiquiers en même temps. Sur l'un des échiquiers, j'étais le mari enthousiaste planifiant un voyage romantique sur la côte. Sur l'autre, Myriam et moi démantelions pièce par pièce la structure qu'Adriana et Walter avaient mis 2 ans à bâtir. Et tout devait être fait en silence, dans l'ordre, et avant la date du voyage. Le premier mouvement fut Julian. Myriam l'a convoqué pour un déjeuner, un mercredi, seul, sous prétexte de l'aider avec des formalités administratives. Elle m'a raconté plus tard comment cela s'était passé, et j'avoue que ma poitrine s'est serrée. Elle l'a interrogé sur son travail à la société de conseil. Le jeune homme a répondu avec fierté qu'il gérait les paiements, qu'il signait les documents que son père préparait pour lui, et que bientôt, il s'occuperait d'investissements plus importants. Myriam lui a demandé s'il savait d'où provenait l'argent qui circulait. Et Julian, avec l'innocence de celui qui ne s'est jamais méfié de son père, lui a dit, ce sont les fonds d'un ancien client de papa, un fonds familial qu'il gère depuis des années. Un fonds familial. L'héritage de mon père, décrit avec ces mots si propres. Le jeune homme validait le blanchiment d'argent volé, en pensant apprendre la finance. Myriam ne lui a pas dit toute la vérité. Pas encore. Elle lui a dit qu'en tant qu'avocate, elle avait constaté des irrégularités formelles dans l'entreprise, et qu'elle avait besoin de le protéger pendant qu'elle serait clarifiée. Elle lui a demandé de signer sa démission du poste d'administrateur, ainsi qu'une déclaration notariée attestant qu'il n'avait jamais eu d'accès réel au compte, qu'il signait sur les instructions de son père, et qu'il ignorait l'origine des fonds. Julian a pris peur, a demandé si son père avait des ennuis. Et Myriam, regardant son fils dans les yeux, a répondu avec le seul mensonge pieux de tout ce plan, c'est juste une précaution, mon amour. Fais-moi confiance. Le jeune homme a signé. Le fusible de Walter a été désactivé, et Walter ne l'a même pas su. La démission a été déposée à l'étude du notaire, avec une date précise, prête à être présentée au moment exact. Le deuxième mouvement était le mien, geler le butin sans qu'il s'en aperçoive. Mon avocat a déposé une plainte officielle auprès de la banque pour les fausses signatures, accompagnée du rapport d'expertise. Nous avons demandé quelque chose de très spécifique, le blocage préventif des pouvoirs administratifs de Walter sur le fonds, mais avec une notification différée.
Un recours légal que la banque a accepté au vu des preuves. En pratique, Walter ne pouvait plus bouger un seul euro de l'héritage, mais le système ne l'en informerait que lorsqu'il essaierait de le faire. Le piège parfait. La porte verrouillée de l'intérieur, et le voleur s'y dirigeant toujours calmement. Le troisième mouvement concernait le local commercial de mon père. Rappelez-vous que la société de conseil avait projeté des revenus futurs provenant de la vente de ce bien, n'est-ce pas? Cela signifiait qu'ils auraient bientôt besoin de ma signature. Je ne savais pas comment ils comptaient l'obtenir. Jusqu'à ce que je le découvre. Et la réponse est venue grâce à l'application espionne. Parce que oui, il lisait toujours mon téléphone, et je continuais à écrire le scénario. Un soir, exprès, j'ai envoyé un message à ma sœur depuis mon téléphone officiel, je songe à vendre la propriété de papa. Adriana dit que c'est le bon moment sur le marché. Je prendrai ma décision pendant le voyage sur la côte. 2 jours plus tard, Adriana m'a enlacé par derrière pendant que je faisais la vaisselle. Elle m'a dit, d'une voix mielleuse, « Mon amour, j'ai réfléchi. Le bien de ton père te donne plus de maux de tête que de joie. Et si nous le vendions, et investissions cet argent? Walter pourrait nous conseiller, il s'y connaît. » Voilà la confirmation. Leur plan était que, lors de ce voyage détendu et romantique, je signe un mandat de vente conseillé par Walter. Le coup final avait une date et un lieu, la côte. J'ai répondu que c'est une excellente idée, et que nous en parlerions pendant le voyage. Ce soir-là, Adriana s'est endormie dans mes bras, satisfaite, sans savoir qu'elle venait de me révéler toute sa manœuvre. Pendant ce temps, le dossier W de Myriam ne cessait de grossir, jusqu'à devenir écrasant. Elle a obtenu, par une requête judiciaire confidentielle, les registres d'accès du bâtiment gris. 2 ans d'allées et venues de Walter et Adriana, avec les dates et heures enregistrées par le système de badge du parking. 137 visites correspondantes. Elle a obtenu le détail de la carte d'entreprise de Walter, les dîners, les bijoux, un bracelet à 1200 € qui n'est jamais arrivé au poignet de Myriam. Et elle a obtenu autre chose. Quelque chose à quoi elle ne s'attendait même pas. Le témoignage volontaire de la femme de ménage de l'appartement 604. Une dame qui, en apprenant l'objet de sa déclaration, a prononcé une phrase que Myriam m'a répétée mot pour mot. Je nettoyais ce nid, en sachant qu'il s'y passait quelque chose de sale. Les assiettes étaient pour 2, mais les photos sur les meubles étaient celles d'autres familles. Les photos sur les meubles étaient celles d'autres familles. Pensez-y. Dans cet appartement, Adriana avait des photos de qui? La dame l'a décrit, un cadre avec une photo d'Adriana et Walter sur une plage. Et un autre, plus petit, presque toujours face contre meuble, avec une vieille photo de famille. Lorsque la requête judiciaire a permis de photographier l'intérieur à titre de preuve, j'ai vu l'image de ce deuxième cadre, et je suis resté sans voix. C'était une photo recadrée de notre mariage. Sur la photo originale, nous y étions tous les 4. Adriana, moi, Walter et Myriam, en train de porter un toast. Dans la version de l'appartement, Myriam et moi avions été découpés au ciseau. Il ne restait que 2, leur verre levé, trinquant à mon mariage. Ils nous avaient découpés de la photo. Littéralement. C'était aussi simple que ça pour eux. Un coup de ciseau, et nous cessions d'exister. Quand j'ai montré cette image à Myriam, lors de notre dernière rencontre avant le voyage, elle l'a regardée longuement. Puis elle a dit très doucement, « Garde celle-là pour la fin. Quand ils seront assis en face de nous, je veux qu'ils voient que nous savons même cela. » Et la dernière semaine est arrivée. Le plan a été finalisé avec la précision d'une horloge. Le voyage sur la côte s'étendrait du vendredi au dimanche. Adriana avait réservé l'hôtel, comme nous l'avons découvert, à 4 pâtés de maison de la maison que la société de conseil achetait. Leur idée était claire. Le samedi matin, une promenade décontractée devant cette belle maison. La remarque qu'elle était à vendre. L'appel spontané à Walter. Les conseils. Ma signature sur le mandat. Ils avaient même choisi le nom du notaire local. Ce qu'ils ignoraient, c'était ce que nous avions préparé pour ce même samedi. Myriam avait dit à Walter qu'elle participerait à une conférence juridique dans une autre ville ce week-end-là. Walter, ravi d'avoir sa femme au loin et de retrouver sa maîtresse sur la côte, avait confirmé qu'il se joindrait de manière surprenante au voyage le samedi, car Adriana lui avait déjà dit que je serais prêt à signer. Nous serions tous les 4 sur la côte le même jour. Eux, croyant que c'était le jour de leur coup final.
Nous, sachant que c'était le jour d'une autre. Le jeudi soir, pendant qu'Adriana pliait des vêtements et les mettait dans la valise en fredonnant, je me suis assis sur le bord du lit, et je l'ai regardée pour la dernière fois en tant que mari. 48 heures plus tard, tout ce qu'elle savait de sa vie allait disparaître. Et je confesse une chose que je ne devrais probablement pas dire, j'ai ressenti de la pitié. Une pitié réelle et profonde. Pas pour la femme qui m'a volé, mais pour celle qu'elle a été autrefois. Puis, elle s'est retournée, m'a souri, et a dit, ce voyage va changer nos vies, mon amour. Et la pitié s'est complètement évanouie. Oui, ai-je répondu, glissant mon téléphone prépayé dans la poche intérieure de ma veste. C'est exactement ce qui va se passer. Le vendredi, à 8 heures du matin, nous sommes partis pour la côte. 4 heures d'autoroute avec de la musique, des paysages, et la main d'Adriana sur la mienne. Dans le coffre, il y avait sa valise pleine de robes pour un week-end romantique. Et, sous le tapis du coffre, dans une enveloppe en papier craft scellé, se trouvait le dossier complet. Chaque document, chaque rapport d'expertise, chaque photo. Y compris une photo de mariage découpée au ciseau. Aucun d'eux ne savait que cette enveloppe existait. Et le samedi, à 11 heures du matin, sur la terrasse d'un hôtel face à la mer, ils allaient le découvrir de la pire des manières possibles. Le vendredi sur la côte fut, pour Adriana, le meilleur jour de son plan. Pour moi, ce fut le plus dur à supporter. Nous avons marché sur la plage au coucher du soleil. Nous avons dîné face à la mer. Elle a porté un toast à nous deux, à ce qui était à venir. Et j'ai levé mon verre, sachant que ce qui était à venir n'était pas ce qu'elle croyait. Cette nuit-là, quand elle s'est enfin endormie, je suis sorti sur la terrasse de la chambre avec mon téléphone prépayé. Myriam était arrivée cet après-midi-là dans un hôtel à 10 minutes d'une autre, enregistré sous son nom de jeune fille. Son message disait, tout est en position. Mon avocat et le notaire ont confirmé pour demain à 11 heures. Repose-toi, même si je sais que tu n'y arriveras pas, elle avait raison. Je n'ai pas dormi. Le samedi s'est levé, clair, avec ce soleil pur de la côte. À 9 heures, Adriana m'a proposé ce que je savais déjà qu'elle proposerait. Allons nous promener, mon amour. Je veux te montrer quelque chose. Nous avons marché 4 pâtés de maison et sommes arrivés devant une belle maison à 2 étages, avec un panneau, à vendre, dans la cour. Adriana s'est arrêtée, a soupiré et a dit, imagine nos vieux jours ici, face à la mer, et à ce moment-là, comme dans un scénario répété, son téléphone a sonné. C'était Walter. Quelle coïncidence, s'est-elle exclamée théâtralement. Il est dans le coin. Il dit qu'il va passer nous dire bonjour. Une demi-heure plus tard, Walter est apparu en marchant sur le trottoir. Des lunettes de soleil, une chemise habillée bleu clair, et la montre à cadran bleu à son poignet. Il a serré Adriana dans ses bras avec un baiser sur la joue, trop court pour être innocent, et m'a serré la main avec le sourire chaleureux de 15 ans d'amitié. Sébastien, mon frère, c'est bon de te voir reposer. Mon frère. Il m'a appelé, mon frère. Il a suggéré que nous montions sur la terrasse de l'hôtel pour prendre un café et discuter d'un sujet intéressant. Tout était chronométré. Nous sommes montés. Nous nous sommes assis à une table ronde avec vue sur la mer. Walter a sorti un dossier avec des brochures de la maison, et a commencé son discours. Le bon moment sur le marché. Le bien de mon père qui se déprécie. L'opportunité d'investir dans quelque chose qui prendrait de la valeur. Adriana hochait la tête à chaque mot, sa main posée sur la mienne. Walter a fait glisser un document et un stylo sur la table. C'est juste un mandat préliminaire, pour que je puisse commencer à gérer la vente du bien. Signe ici, et je m'occupe de tout, comme toujours. Comme toujours. J'ai regardé le papier. J'ai regardé le stylo. Et puis, j'ai regardé vers l'entrée de la terrasse, car il était 11 heures. Myriam est apparue dans l'embrasure de la porte. Tailleur gris, mallette à la main. Et derrière elle, 2 hommes, son avocat et un notaire. Elle s'est dirigée vers notre table d'un pas ferme. Sans hâte. Walter l'a vue, et son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu en 15 ans. Il s'est décomposé. Il a perdu toutes ses couleurs. Le stylo est resté suspendu en l'air. Adriana a tourné la tête, a suivi son regard, et quand elle a reconnu Myriam, sa main a lâché la mienne, comme si ma peau était brûlante. J'interromps une réunion d'affaires, a dit Myriam, et elle a tiré une chaise à notre table, avec un calme absolu.
L'avocat et le notaire se sont assis à une table adjacente, observant en silence. S'il vous plaît, continuez. Je suis juste arrivé au passage où Sébastien signe. Walter a tenté la seule chose qu'il savait faire, parler. Myriam, mon amour, quelle surprise. Je croyais que tu étais à la conférence. C'est une réunion de travail avec. Myriam a levé une seule main, et il s'est tu. Il s'est tu, comme le font les hommes lorsqu'ils comprennent que la personne en face d'eux ne croit même plus à leur salutation. C'est moi qui vais parler un moment, a dit Myriam. Elle a ouvert sa mallette, et a commencé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a parlé avec la voix plate et précise de 20 ans passés au tribunal. Elle a posé le premier document sur la table. Le contrat de l'appartement 64 au nom d'Adriana. 137 visites enregistrées en 2 ans, a-t-elle dit. Deuxième document, les relevés bancaires comparés aux faux rapports. Walter, tu rapportais un rendement de 4% à Sébastien, alors que le fonds rapportait près de 9%. Année après année, tu détournais la différence vers une société de conseil. Troisième document, le rapport de l'expert en écriture. 22 signatures falsifiées. L'expert confirme que la main qui les a faites était la tienne, Adriana. Quatrièmement, l'enregistrement de l'entreprise. Une société fantôme qui a blanchi plus de 40 000 € de l'héritage du père de Sébastien. Un charpentier. Tu as volé un charpentier mort. Adriana était livide. Walter transpirait. Il a essayé de se lever. C'est de la folie, vous êtes. Et c'est là que j'ai prononcé mon premier mot de toute la réunion. Assieds-toi, Walter. Je l'ai dit doucement, sans colère. Et il s'est assis. Parce que pendant des mois, j'avais été l'homme distrait. Celui qui signait sans lire. Celui qu'il appelait son frère. Celui dont il vidait les comptes. Et soudain, cet homme lui donnait un ordre, et il obéissait, parce qu'au fond, il avait toujours su que le jour où je me réveillerais, la partie serait terminée. Myriam a continué, je sais aussi pour la maison. Cette maison, à 4 pâtés de maison d'ici, avec un acompte de 15 000 € provenant de la société de conseil. La maison où vous prévoyez de commencer votre nouvelle vie, avec l'argent d'un mort. Et de 2 personnes que vous prévoyez de laisser sans rien. Car c'est l'autre chose que nous avons découverte. Adriana. Myriam l'a regardé directement. Il allait te laisser sur la touche, toi aussi. L'entreprise était protégée en tant que bien propre de Walter. Tu allais tout signer, mettre ton nom sur tous les papiers risqués, tout comme Julien. Et le jour où tu ne lui serais plus utile, tu aurais été jeté dehors tout comme moi. Tu étais sa complice et sa prochaine victime en même temps. Tu ne le savais juste pas. J'ai vu le visage d'Adriana changer. Pour la première fois, elle a cherché un démenti dans le regard de Walter, et Walter ne l'a pas regardé. Il a baissé les yeux. Et dans ce silence, Adriana a compris que Myriam disait la vérité. Que l'homme pour qui elle avait détruit 22 ans de mariage, l'aurait jeté tout comme nous. Ensuite, Myriam a sorti le dernier document, l'a posé sur la table face cachée, et a dit, « Ceci est juste pour que vous sachiez jusqu'où nous sommes allés. » Elle l'a retourné. C'était la photo. Notre mariage, découpé au ciseau. Adriana et Walter trinquant, avec les trous béants où Myriam et moi avions été découpés. Nous l'avons trouvé dans l'appartement. Vous nous avez découpé de notre propre photo. Je veux que vous compreniez une chose. Nous ne vous découpons pas. Nous vous mettons exactement là où vous avez choisi d'être. Dehors. Le silence sur cette terrasse était absolu. Seul le bruit de la mer en arrière-plan. Puis, l'avocat de Myriam a pris la parole, d'une voix calme, pour expliquer ce qui allait suivre. La plainte pénale pour falsification de documents et fraude avait déjà été déposée. Le blocage des pouvoirs de Walter sur le fond était actif depuis des jours. C'est pourquoi, Walter, si tu avais essayé de bouger 1 € aujourd'hui, tu aurais découvert que les comptes sont gelés. La démission de Julien, accompagnée d'une déclaration affirmant qu'il avait agi sur les instructions de son père sans connaître l'origine des fonds, était notariée et en sécurité. Ton fils est hors de cause, a dit Myriam, et sa voix s'est brisée pour la seule et unique fois. J'ai fait ça pour moi, pour ne pas le voir tomber avec toi. Walter, acculé, a abattu sa dernière carte, la plus vile. Il m'a regardé et a dit, Sébastien, mon frère,
nous pouvons arranger ça entre nous. Je rendrai l'argent. Tout l'argent. Pas besoin de plainte. Pense à nos années d'amitié. Et moi, qui avais attendu ce moment pendant des mois, je me suis penché en avant et lui ai répondu la seule chose que j'avais à lui dire. Mon père fabriquait des meubles de ses mains, Walter. Ça lui prenait des semaines pour faire une table. Et n'importe quel idiot peut la casser en une seconde. Tu as brisé en 2 ans quelque chose qu'il a mis 40 ans à construire. Et quelque chose que j'ai mis 22 ans à bâtir. Je ne veux pas que tu me rendes mon argent comme une faveur. Je vais le récupérer pour ce qu'il est. Une dette qu'un juge te forcera à payer. Et tu ne pourrais pas me rendre notre amitié même si tu le voulais. Parce que l'amitié n'a jamais existé. J'avais un ami. Tu avais une cible. Je me suis levé. Adriana, les larmes coulant sur son visage, m'a pris le bras. Sébastien, je t'en prie, parlons. Donne-moi une chance de... Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai regardé sans douleur et sans colère. Je l'ai juste regardé. Tu m'as envoyé une photo qui disait le seul à mon café de l'après-midi. Lui ai-je dit. Tu n'as jamais été seule, Adriana. Mais maintenant, tu vas l'être. J'ai doucement lâché sa main, j'ai pris l'enveloppe en papier craft sur la table, je l'ai tendue à Myriam, et j'ai marché vers la sortie de la terrasse, sans me retourner. Derrière moi, ils sont restés. Eux deux, assis en face d'un notaire, avec tous leurs mensonges étalés sur une table, et la mère pour témoin. Le plan qu'ils avaient mis 2 ans à construire s'était effondré en 20 minutes. Je suis descendu seul dans l'ascenseur. Je suis sorti dans la rue et, pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré comme un homme libre. Les mois qui ont suivi ne ressemblaient pas à un film. Personne ne disparaît du jour au lendemain. Personne ne reçoit sa punition avec une musique de fond. La vraie justice est lente, grise, faite d'audiences, de formulaires, et de salles d'attente aux chaises inconfortables. Mais elle est arrivée. Elle est arrivée lentement, avec la même patience avec laquelle j'avais tout assemblé. L'affaire pénale contre Walter a progressé avec une solidité que même mon avocat n'attendait pas. La falsification de mes signatures a été certifiée. Les détournements de l'héritage ont été documentés euro par euro. La société de conseil fantôme a été exposée pour ce qu'elle était, une machine à blanchir de l'argent volé. Walter a engagé les meilleurs avocats qu'il pouvait s'offrir. Mais il y avait un problème que même le meilleur avocat du monde ne pouvait résoudre. Tout ce qu'il savait sur la façon de se défendre dans ces affaires, il l'avait appris en écoutant Myriam pendant 20 ans, à leur table à manger. Et Myriam connaissait chacune de ses manœuvres avant même qu'il ne les tente. C'était comme jouer aux échecs contre la personne qui vous a appris à jouer. J'ai récupéré l'argent. Pas tout d'un coup, mais légalement reconnu comme une dette. Les plus de 40 000 € détournés de l'héritage, plus les intérêts, plus les frais de justice. Le bien de mon père n'a jamais été vendu. Il est toujours là, avec sa vieille enseigne, louée chaque mois. Parfois, je passe devant la porte, et je reste là à le regarder un moment. C'est la seule chose qui soit restée intacte après tout ça. Comme il se doit, Walter a perdu bien plus que le procès. Il a perdu son poste dans la société financière où il travaillait. Lorsque la plainte pour fraude est devenue officielle, l'entreprise l'a licencié en 48 heures. Car une institution qui gère l'argent des autres, ne peut pas avoir sur sa liste de paix quelqu'un accusé de voler un client en utilisant de fausses signatures. Il a perdu sa réputation, ce qui, dans le monde de la finance, est la seule chose qui ait réellement de la valeur. Et il a perdu sa famille. Non pas à cause de la vengeance de qui que ce soit, mais par la simple arithmétique de ses propres actions. Adriana a fini exactement là où je lui avais dit qu'elle finirait, seule. L'appartement 604 a été fermé. C'était un loyer payé avec de l'argent volé. Et quand cet argent a été gelé, il n'y avait plus rien pour le financer. Walter, embourbé dans son propre procès et sa propre ruine, n'avait rien à lui offrir. La maison sur la côte n'a jamais été achetée. L'acompte a été perdu dans le bourbier juridique de la société de conseil. La nouvelle vie qu'ils avaient conçue avec tant de détails n'a tout simplement jamais existé. C'était le plan d'une maison qui n'a jamais été construite. Notre divorce a été rapide. Avec les preuves de fraude sur la table, il n'y avait aucune place pour la négociation. Adriana n'a non seulement rien pris de ce qui m'appartenait, mais elle a été légalement identifiée comme participante à la falsification.
La dernière fois que je l'ai vue en personne, c'était au palais de justice, le jour de la signature. Elle était plus maigre, le visage fatigué, sans rien de cette lumière qui m'avait fait tomber amoureux autrefois. Elle m'a cherché des yeux. Je n'ai pas fui son regard, mais je ne m'en suis pas approché non plus. Nous avons signé à des tables séparées. Alors que nous sortions, elle m'a rattrapé dans le couloir et a prononcé une seule phrase, « Je ne te croyais pas capable de tout ça. » Et j'ai répondu sans rancune, avec la vérité la plus honnête que j'avais, « Je ne te croyais pas capable non plus. » Je suppose qu'aucun de nous ne connaissait vraiment l'autre. Et je suis parti. Il s'est passé quelque chose avec Myriam, que je veux raconter avec précaution, car les gens veulent toujours que ces histoires finissent en romance. Et celle-ci ne finit pas comme ça. Myriam et moi ne sommes pas tombés amoureux. Ce qui est né entre nous, c'est autre chose. D'une certaine manière, c'est plus rare, et plus précieux. Une amitié forgée dans la même tranchée. Nous étions les deux seules personnes au monde à comprendre exactement ce que l'autre avait traversé. Car nous l'avions traversé en même temps, sous le même coup. Nous discutons de temps en temps, un café tous les quelques mois, un message pour les anniversaires. Elle a poursuivi sa carrière, plus fermement que jamais. Elle m'a dit un jour que désormais, quand une femme s'assoit en face de son bureau et dit « Je crois que mon mari me trompe, mais je n'ai aucune preuve », elle répond quelque chose de différent de ce qu'elle disait auparavant. Elle dit « Je vous crois. » Et nous allons rassembler les preuves ensemble, calmement, avant de faire le moindre geste. Julien fut peut-être la blessure la plus difficile à guérir de toute cette histoire, et aussi la plus porteuse d'espoir. Le jeune homme a mis du temps à comprendre l'ampleur de ce que son père avait fait. Il a eu beaucoup de mal à accepter que l'homme qu'il admirait l'avait utilisé comme bouclier. Mais Myriam l'a protégé à temps, et cela lui a permis de continuer sa vie sans porter le poids du crime d'un autre dans son casier judiciaire. Un jour, des mois après tout ça, Julien m'a appelé. Il s'est excusé pour une chose dont il n'était pas coupable. Je lui ai dit qu'il ne me devait rien, qu'il avait lui aussi été une pièce qu'ils avaient déplacée sans permission, tout comme moi. Nous nous sommes retrouvés pour un café. Nous avons parlé du vélo que je lui avais appris à monter quand il était enfant. Et au moment de se dire au revoir, il m'a serré fort dans ses bras, comme un fils enlace son père. Il n'était pas mon fils, mais pendant 15 ans, je l'ai aimé comme si une part de moi était en lui. Et j'ai découvert que cette affection était toujours là, intacte, malgré tout. Quant à moi, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Je ne vais pas mentir, il y a eu des nuits où la maison semblait immense et silencieuse. Où me manquait, non pas Adriana, mais l'idée d'Adriana. La vie que je croyais avoir. Regretter un mensonge est l'une des formes de douleur les plus étranges. Mais, peu à peu, cette maison a cessé de paraître vide, et a commencé à être mienne. J'ai recommencé à voir mes vrais amis, ceux que la routine du mariage avait écartés. J'ai repris la menuiserie que j'avais apprise de mon père, et que j'avais abandonnée depuis des années. Le week-end, je travaille le bois dans le garage. J'ai fabriqué une table. Ça m'a pris des semaines, tout comme lui. Et chaque fois que je passe la main sur cette surface lisse, je pense à ses mains usées, et je sens que, d'une certaine façon, je lui ai rendu l'appareil. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir zoomé sur cette photo. S'il n'aurait pas été plus facile de répondre avec le cœur habituel, et de continuer dans mon mensonge confortable. Et je réponds toujours la même chose, non. 1000 fois non. Parce qu'une vie bâtie sur un mensonge n'est pas une vie. C'est un beau décor à l'extérieur, mais creux à l'intérieur. En attendant le jour où quelqu'un bougera un rideau, et où tout s'effondrera. Je préfère la vérité. Même si elle fait mal, même si elle coûte cher, même si elle arrive dans le reflet de lunettes de soleil à effet miroir, par un banal après-midi. Ma femme m'a envoyé une photo qui disait « Seul à mon café de l'après-midi ». Elle croyait m'envoyer un alibi. En réalité, elle m'a envoyé la clé de ma propre liberté. J'ai zoomé sur le reflet, et dans ce petit miroir incurvé, je n'ai pas seulement vu un homme toucher sa main. J'ai vu la vérité. Et la vérité, peu importe l'heure tardive à laquelle elle arrive, finit toujours par prendre place à la table.